Il y en a un qui est catégorique. C'est pas n'importe qui, c'est Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017. Ça s'explique pour lui par deux choses, le manque de moyens humains côté ukrainien et l'attitude des Américains. Écoutons-le, il était chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Moi, je pense qu'il a gagné, tout à fait. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin de la guerre, pour une simple raison, je peux vous dire, puisque l'armée ukrainienne manque d'effectifs. Vous pouvez envoyer à l'Ukraine autant d'armes que vous voulez, autant de munitions, mais bientôt, il y aura personne pour se servir de ces armes. Vous voyez que la moyenne d'âge des militaires ukrainiens aujourd'hui, c'est de 43 ans. Vous aviez une réaction, vous disiez c'est pas vrai actuellement. Non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je disais tout à l'heure, et je confirme qu'il y a un problème donc, de recrutement dans l'armée. Ah oui, c'est problème de recrutement. Il y a un problème de recrutement. Mais de là à dire que l'Ukraine est au bout de ses possibilités, c'est erroné, évidemment. Parce qu'un pays de 40 millions d'habitants, même s'il a perdu 250 000 hommes en 2 ans de guerre, qui ne sont pas tous tués, mais non, une partie a été blessé ou porté disparu, ça ne condamne pas un pays comme ça. Souvenons-nous des chiffres de la France pendant la Première Guerre mondiale. On a engagé des millions de soldats avec une population équivalente. Donc, on ne peut pas croire que l'Ukraine soit au bout. Mais il y a un problème de recrutement et donc de formation. Et puis, il y a la difficulté, on ne l'a pas signalé aujourd'hui, mais on l'a souvent signalé sur vos plateaux, du côté un peu disparate des matériels et des systèmes d'armes qui sont fournis à l'armée ukrainienne, qui fait que la logistique est terriblement compliquée, que la formation des gens l'est aussi, puisque même entre... Certains soldats ukrainiens en témoignent, notamment récemment. Différents types de chars Léopard, il y a des nuances, il y a des choses... Donc, vous ne pouvez pas changer les personnels comme ça facilement. Mais donc, tout ça est compliqué. Et puis, la logistique de soutien l'est aussi. Les pièces de rechange, tout ça. Mais c'est très compliqué pour les Ukrainiens. Il est catégorique, ce monsieur Machin. Mais catégorique, mais je pense que comment il y a la raison de donner les paroles. Sur les aspects sensibles, il ne dit pas que n'importe quoi non plus quand il dit manque cruel de notamment et manque de matériaux. Je pense qu'il y a la raison dans ces paroles, absolument. Et en plus, imaginez, on a montré la résistance quand les Russes sont arrivés à 15 minutes à côté de Kiev et partout, toute l'Ukraine a été envahie. Ok, aujourd'hui, quand on se bat et vous voyez les ruines dans lesquelles les soldats se battent, il n'y a même pas un arbre pour se cacher quand tu tires vers ton ennemi. Et donc c'est les opérations, à mon avis, suicidales de côté. Mais les Ukrainiens n'ont pas de choix. Il faut tenir. Parce que s'ils ne tiennent pas, ils vont progresser, les Russes. Parce qu'on voit qu'ils poussent les Russes. La question aussi, c'est lié à nos alliés. À mon avis, et c'est pas que seulement mon avis, quand j'ai parlé avec un des personnages de mon film, Nevers, qui est à côté de Bakhmut depuis 2014, il m'a dit, il faut que nos alliés disent quelle est la stratégie pour nous. Il faut qu'ils décident entre eux. Et quand on voit qu'il y a un désordre, par exemple, même aux États-Unis, pour nous fournir ça ou ça ou ça, comment, déjà avoir un courage d'aller à la ligne de front, premièrement, et deuxième fois, avec quoi tu vas te battre? Et aller juste, j'ai parlé avec un monsieur, il m'a dit, je me traîne chaque samedi pour savoir comment tirer, je sais comment avoir même les trucs stratégiques, il paye pour cela, il est à Kiev. Et il m'a dit, la seule chose que parce qu'il y a une acceptation qu'il sera mobilisé. Et il dit, la seule chose que j'ai peur, de ne pas mourir premier jour, d'être inutile. Je ne pas savoir me défendre. Non, pour qu'on m'envoie un commandant va lui envoyer dans un assaut qui sera une opération suicidale, par exemple, et il va mourir premier jour. Il dit, parce que moi, je connais déjà un peu de stratégie, j'aimerais bien au moins être utile. C'est ça de quoi, par exemple, je parlais avec ce monsieur. Mais il y a acceptation de beaucoup de hommes en Ukraine, jeune, il a 30 ans, qui dit, ça y est, la prochaine fois, c'est à moi le tour. Mais il n'est quand même pas normal, excusez-moi, que la moyenne d'âge des combattants soit de 43 ans. Là, il y a un problème. 40. Il devrait y avoir plus de jeunes. Non, je parle de 34, non, il est mon âge. Oui, d'accord. Oui, mais la moyenne d'âge, vous savez, la moyenne d'âge, c'était dans The Times, c'est 43 ans. Et pourquoi on ne certains disaient que ça pouvait aller, certains commandants nous disaient que ça pouvait aller même jusqu'à 54 ans dans certains endroits. Et pourquoi on ne forme pas les jeunes? Pourquoi il n'y a pas sur place en Ukraine des gens qui, un an et demi, pourquoi on n'a pas organisé les trucs pour qu'on apprenne les dons d'information magnifiques militaires européennes. Accueillons quelqu'un qu'on connaît bien ici dans ce 12-15, Alain Barluet. Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant en Russie. Vous signez aujourd'hui un portrait étonnant, celui d'une combattante, une mère qui se bat pour retrouver son fils, Kirill, 19 ans, qui a été envoyé sur le sol ukrainien
dans le cadre, merci d'être avec nous, dans le cadre de cette opération militaire spéciale. Lui pensait seulement arriver pour des manœuvres du côté de Koursk et puis il se retrouve sur le sol ukrainien. Sa mère n'a plus de nouvelles depuis très longtemps, depuis plus de 21 mois. Elle veut retrouver son fils. Ce qui nous a frappé dans un premier temps, et on parlera bien évidemment de cette mère russe qui aide et qui est en conversation avec des mères ukrainiennes, fait assez rare, Alain Barreluet. Cette mère, on a l'impression qu'elle a une hargne, elle consacre tout son temps, tout son argent. Elle est partie dans le Donbass cet été pour essayer justement de le retrouver et on sent qu'elle met le doigt là où ça fait mal et qu'elle se heurte à cet état-major russe tout de même. Oui, c'est une histoire assez poignante et assez révélatrice de l'état d'esprit ici, côté russe, de plusieurs phénomènes. D'abord le fait que, et c'est la principale récrimination, c'est toute la souffrance de cette mère aussi, c'est que son fils, en fait, était conscrit. Il a été envoyé à l'armée avant même, quelques semaines avant le début de la guerre, et il a été envoyé sur le front alors que théoriquement, il ne devait pas être envoyé. Poutine, quelques jours après le début de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, voulait rassurer les familles en disant que les conscrits ne seraient pas envoyés sur le front. Or, il a été envoyé sur le front. Sa mère l'a joint le 22 mars pour la dernière fois au téléphone. Il était complètement perdu avec quelques camarades dans un village au sud de Kharkiv, qui était en passe d'être repris par les Ukrainiens. Et le lendemain, dans les jours qui viennent, elle n'a plus de ses nouvelles. Et depuis donc 21 mois, elle est à sa recherche. Elle se heurte à toutes les portes, mais c'est une femme extrêmement d'un incroyable, à la fois culot, courage, et donc elle met le pied dans les portes, elle bouscule les généraux, et elle s'est même fait ouvrir les portes d'un endroit qui est terrifiant, dont elle m'a montré les photos, qui est la morgue de l'hôpital central de Rostov-sur-le-Don, là où arrivent beaucoup des corps des soldats russes tués. Il y a aussi des Ukrainiens qui arrivent, le plus souvent sans nom, juste un numéro. Et donc, elle m'a raconté des choses absolument abominables sur la façon dont elle ouvre ses sacs. Elle compare ces cadavres, les dentitions, avec les dossiers dentaires de son fils, mais aussi de beaucoup d'autres données, renseignements qui lui sont fournis par des familles, parce que elle s'est faite connaître sur les réseaux sociaux où elle passe son temps, et beaucoup de familles, de mères, lui envoient des dossiers d'un fils disparu, d'un mari disparu, et elle en a retrouvé pas mal. Ouais. Plusieurs centaines, dit-elle. Mais pas Kirill, pas son fils, qui a donc disparu, auquel, comme vous le disiez, elle consacre tout son temps. Donc c'est une histoire assez symptomatique de l'état d'esprit ici, d'une forme de lassitude, du fait que cette guerre elle touche les familles, et du fait qu'il y a à la fois parmi les mères de soldats, mais aussi parmi les épouses, ça on en parle beaucoup ici, une sorte de mobilisation. Pour que cette guerre s'arrête. Oui, la séquence à laquelle vous faisiez référence, elle est très bien détaillée dans votre article. Alain, elle vous dit, la première fois, donc elle était dans cette morgue, je n'avais ni masque ni gants, c'est un combattant de Wagner travaillant à la morgue qui me les a apportés. Et après, elle vous dit, on n'a pas retrouvé Kirill parmi ces gisants, les corps sont comme des momies, c'est dur, mais si vous saviez, et cette phrase est plutôt très poignante, à quel point le cœur d'une mère est un organe puissant, si je devais me tourner vers le diable pour retrouver Kirill, je le ferais. Je voulais qu'on évoque aussi son compte Telegram. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 millier de femmes russes, mais aussi ukrainiennes, qui sont dans sa situation. Elle nous vous dit qu'il y a 3 à 4 000 le nombre de conscrits morts ou disparus. Elle fait des estimations comme ça. Et elle dit qu'elle retrouve des dizaines de messages, mais qu'elle discute aussi. Il y a des Ukrainiens qui aident cette mère de soldats russes. Pourquoi ils sont en train de l'aider, ces soldats ukrainiens ? Parce alors évidemment, ça fait partie de mon étonnement. Lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai parlé. Et je lui ai posé cette question, mais finalement les Ukrainiens, d'abord elle est en contact avec des associations, notamment une association qui s'appelle Nadiejda, l'Espoir, côté ukrainien, qui recherche des soldats disparus, qui présente lors des exhumations de corps, parce que beaucoup de corps sont enterrés comme ça ou sont laissés sur place. Ouais.
incidente. C'est vrai que ce dont on s'aperçoit, c'est que on constate que les Russes, je ne sais pas comment ça se passe du côté ukrainien, mais les Russes, en tout cas, les autorités russes ne sont pas foncièrement actives pour retrouver ces corps. Et donc, elle est entrée en contact via Telegram avec des Ukrainiens, surtout, nous dit-elle, d'anciens militaires, des volontaires. Et qu'est-ce qui les a rapprochés? C'est la perte d'un fils, la perte d'un proche. C'est la même difficulté, la même souffrance face à cette guerre. Elle me raconte cette scène terrible où elle parle avec une de ses mères ukrainiennes au téléphone et elle pleure toutes les deux. La disparition d'un fils sur le front.